Bonjour à tous, dans cette nouvelle présentation concernant la mise en production, enfin en tout cas la mise en service d'un serveur Linux basé sur Debian en version vraiment minimaliste, prise en main on va dire. Je poursuis aujourd'hui en expliquant la suite de la configuration, en tout cas c'est pas la suite en réalité, c'est le début on va dire, de la configuration du service Apache qui est donc le serveur web que nous avions installé lors d'une précédente présentation. Ce serveur permettra de mettre en ligne plusieurs petits sites internet, ce qu'on appelle des sites web, sur une même machine, parce que c'est l'une de ces possibilités. Elles sont très nombreuses les possibilités, mais c'est la possibilité de faire ce que l'on appelle de l'hébergement virtuel, et donc d'avoir un seul serveur tournant sur une seule machine, c'est-à-dire associé peut-être même à une seule adresse IP, qui pourrait supporter des connexions multiples et surtout offrant en tout cas des accès vers des sites internet totalement différents et absolument pas liés les uns aux autres. En clair, imaginons qu'on veuille monter une société d'hébergement de serveurs pour des clients divers et variés qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien à voir et qui n'ont peut-être même pas du tout intérêt et surtout pas envie de travailler les uns avec les autres. Et si on n'avait pas cette possibilité de faire de l'hébergement multiple, il faudrait un serveur pour chaque client. Donc ce qui est insupportable d'un point de vue économique, d'un point de vue pratique, technologique, technique, parce qu'il faudrait des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de machines si on avait des clients en conséquence. Donc là, un seul serveur, plusieurs sites web, totalement indépendants, bien cloisonnés, et Apache peut faire ça très facilement, et on va voir comment. Mais avant de faire ça, on va revenir sur des fondamentaux qu'il faut découvrir lorsqu'on veut faire quelque chose d'à peu près maîtrisé. Et notamment, donc ici, je me suis connecté donc sur la machine sur laquelle j'ai installé serveur Apache. Donc on va rappeler que pour vérifier que le serveur Apache est installé, j'avais par exemple proposé cette commande qui permettait donc de voir si un port de service, et notamment le port numéro 80 qui est associé au service HTTP, est accessible et qu'il est associé à Apache. Et on peut parfaitement voir ici que c'est le cas. On avait vu aussi que en se connectant sur l'adresse IP de notre serveur, on obtenait la page de démonstration d'Apache, ici, avec les petites explications suffisantes. Donc en fait, en indiquant l'adresse IP ici, j'obtiens l'accès à mon serveur. Donc pour nous, ce qui est important maintenant, c'est de voir un peu l'environnement de travail. Dans cette présentation, on se limitera à quelques rudiments, ensuite on passera à l'exploitation, mais on fera pour ça on dédiera une nouvelle séquence vidéo, une nouvelle présentation, une nouvelle discussion sera en fait nécessaire pour se poser les bonnes questions à ce stade-là. Pour l'instant, on n'y est pas, et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de vérifier l'environnement, faire quelques réglages, et commencer notre déploiement. Donc première chose, ce qui est important, c'est que ce serveur soit lui-même capable d'exécuter les requêtes que vous allez lui demander de résoudre. Alors en clair, le poste client, comme c'est le cas ici, lui qui est donc ma machine, hein, c'est mon navigateur ici, ce poste client doit en fait obtenir des résultats. Il faudrait que ce poste serveur, le serveur sur lequel j'ai mis Apache, obtienne les mêmes résultats, sinon on va avoir des soucis. Donc par exemple, quand je fais un ping de www.google.fr par exemple, alors on l'a déjà fait, on va limiter à 4 pings, on voit bien que à la première ligne, si on lit de gauche à droite, www.google.fr que j'ai pingé répond avec cette adresse là. Et donc ce qui veut dire que
si j'allais faire une connexion avec un navigateur web sur cette page www Google, j'atterrirais donc ici sur cette adresse. Mais je voudrais vous montrer pourquoi et comment, et surtout ce qui se produirait si ça avait été mal fait, voire volontairement modifié par exemple ce qu'on pourrait appeler une procédure de pirate. Donc faut être vigilant là-dessus. Je vous explique. Votre machine, dans le dossier ETC, dans lequel on va se rendre là ici, il y a beaucoup de choses dans ce dossier, mais vous avez un fichier host qui est ici là, et vous avez un fichier qui s'appelle nsswitch.conf qui est là, qui sont très importants, ces deux fichiers. On a souvent tendance à les oublier, voire on les connaît pas, et on ne sait pas trop à quoi ils servent, du coup on s'en préoccupe pas. Donc ce fichier là et celui-là. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je vais modifier le fichier host, vous allez comprendre ce qui va pouvoir se passer. Avant de le faire d'ailleurs, je vous rappelle que ma machine, on peut le voir d'ailleurs dans la partie gauche, là ici, dans ce qu'on appelle le prompt, mais pour être sûr, je tape la commande, ça me révèle le nom de ma machine. Le nom c'est ici Debian. Il s'agit du nom de ma machine et pas le nom de l'utilisateur. Nom de l'utilisateur, pour le connaître, ou Amai. Qui suis-je? Je suis root et ma machine est Debian. Et ce qui explique pourquoi moi, étant connecté sur la machine Debian, il y a écrit root@Debian. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Ma machine Debian, donc si je fais un ping de Debian, je vais l'arrêter au bout d'un moment avec CTRL-C. Ma machine, ici, me répond avec son adresse de boucle, mais qui est un petit peu particulière, c'est 127.0.1.1. Gardez ça en mémoire, mettez ça de côté en mémoire, et on va essayer de comprendre pourquoi, et éventuellement voir si on peut modifier ça. Et si je fais un ping de cette adresse, 127.0.1.1, on voit que ça me répond, là encore, instantanément. Alors, dans cette présentation, on va pas parler de réseau, particulièrement de technologie IP, mais je rappelle, ou en tout cas je précise que lorsque vous voulez faire en sorte que votre machine se réponde aux requêtes que vous lui envoyez, donc dans la procédure dictée par ce qu'on appelle le modèle OSI, le modèle de référence OSI, ben vos ordres partent de la couche la plus haute de ce modèle de référence, qui est la couche 7, qu'on appelle la couche application. C'est là que vous tapez les commandes qui vont exécuter des actions réseau. Elles descendent, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et elles atteignent le média, c'est-à-dire le câble réseau ou le Wi-Fi, pour sortir à l'extérieur. Mais nous, là, lorsqu'on fait un ping 127, et peu importe ce qu'on en ajoute derrière, 127 quelque chose, la normalisation réseau fait que on descend 7, 6, 5, 4, 3, et en 3, notre processus, c'est-à-dire notre protocole d'examen de route, qui s'appelle IP, très connu donc, protocole IP, se rend compte que l'adresse que vous envisagez d'atteindre est 127 quelque chose, et considère que c'est à lui-même que vous parlez, c'est-à-dire à la machine locale, et fait faire demi-tour à votre requête. C'est ce qu'on appelle donc l'adresse de bouclage. Et ici, quand je fais un ping de 127. Ce que vous voulez, hein, ça peut être .1, je sais pas, 34.56 par exemple, on voit que ça me répond, et je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas branché de caméra pour vous le prouver, mais si je débranche le câble réseau alors que je suis en train d'envoyer ce ping, ça ne bloquerait pas, puisqu'en fait ça ne sort pas sur l'extérieur. Alors ça c'est une précision que je pensais importante de rappeler, mais qui est un petit peu complémentaire à notre objectif étant de voir les paramètres d'environnement qui vont permettre d'exploiter le serveur Linux, et notamment avec le service Apache. Donc, on sait qu'on a une adresse de boucle qui commence par 127, et tout ce qui est 127 quelque chose, c'est l'adresse de boucle. Donc,
Maintenant, nous savons aussi, et on l'a vu tout à l'heure, que quand on fait un ping www.google.fr, manifestement, c'est pas l'adresse de boucle qui nous répond, c'est 172.217.22.131, donc tout a l'air de se passer correctement. Et c'est un test qui est toujours important de faire, qui pour un administrateur est un moyen de vérifier que sa machine se comporte normalement, elle sort bien dehors. Maintenant, nous sommes dans le dossier ETC. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un fichier host qui était très important et un fichier nsswitch.conf. On va ouvrir le fichier host. Alors, il y a un S à la fin de host. Et on constate que ces deux premières lignes font correspondre une adresse à gauche à un nom à droite. Et regardez ce qu'on trouve. Ce que nous avons pu vérifier par un ping tout à l'heure quand on avait fait ping Debian, on obtenait cette adresse. C'est dû à cette ligne-là. Si on avait fait ping localhost, on aurait obtenu cette adresse, qui serait donc due à cette ligne-là. Et si on ajoute des lignes comme ça, ben on peut modifier le comportement du système. On peut même ajouter des mots à droite. Par exemple machine, ou par exemple local, vous allez voir. Local avec un E, par exemple, machine locale, par exemple. Alors, je les sépare, hein, ils ne sont pas liés. Machine, plus loin, local, et avant, il y avait Debian. On va enregistrer ce fichier. Et on va faire une expérience, on va faire ping machine. Et vous voyez que ça répond. Si je fais ping local, avec le E, ça répond aussi. Et évidemment, si je fais ping Debian, ça marche toujours, parce que ça marchait déjà tout à l'heure. Et à chaque fois, vous voyez, c'est bien l'adresse 127.0.1.1 qui me répond. Si je fais un ping local host, qu'on a pu voir en première ligne, ping, on obtient 127.0.0.1. Alors, je suis en train de constater comme vous que c'est pas tout à fait ce qu'on obtient. On obtient 2.2.1 qui est en fait l'équivalent IP version 6 de 127.0.1. 127.0.0.1. Retour dans le fichier host et explication de ce qui vient de se produire, c'est dû à cette ligne-là. Alors d'ailleurs, si je commande cette ligne, et on va le faire, vous allez pouvoir faire. Tout ça, c'est des expériences que vous pouvez faire, bien sûr, hein, qui permettent qui favorisent votre apprentissage par vous-même. Donc j'ai commenté cette ligne, j'ai donc laissé celle-ci, et je vais faire un ping localhost. Le mot localhost, on constate qu'il était effectivement ici, mais comme il est aussi là-haut, c'est cette ligne-là qui devrait donc répondre et plus celle-ci. Donc on quitte, on enregistre, on refait le ping localhost, et effectivement, instantanément, on obtient le résultat escompté. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que si quelqu'un, et là en l'occurrence aujourd'hui ce sera moi, s'amuse à mettre ça, et qu'ici il écrit par exemple ça, que nous avons pu vérifier, que j'apprends sans doute rien à personne ici, correspond à la page d'accueil du serveur de Google pour la France, du serveur web de Google. Donc je fais correspondre en fait ce nom de domaine pleinement qualifié, ce qu'on appelle un nom de domaine pleinement qualifié, c'est-à-dire contenant toutes les informations précises pour atteindre l'objectif, et je l'associe à cette adresse, et cette adresse est mon adresse de bouclage, c'est-à-dire l'adresse de ma machine. Donc si je fais ça, j'enregistre, et que je refais un ping Google qu'on avait pu faire tout à l'heure, il faut être attentif bien sûr, on s'aperçoit que il ping 127.0.0.1 et plus l'adresse de tout à l'heure qui était, si on remonte un peu plus haut, 160, je sais plus où c'est, mais 172.217.22.131. Donc on est en 127.0.0.1 et ce détournement est donc effectivement dû à cette ligne ici. Alors, c'est important de préciser que ça peut être fait volontairement, mais ça peut aussi peut-être
avoir été fait par un pirate, par quelqu'un qui cherche à vous détourner de votre objectif. Et par exemple, on peut imaginer, hein, je vais vous montrer, vous allez comprendre, je sais pas, un truc un peu farfelu, mais imaginez qu'ici, alors attention, hein, la suite, ne le faites déjà pas en vue de pirater qui que ce soit, et surtout, considérez que c'est une explication et pas une incitation à le faire. Et je m'en voudrais d'être mal interprété, je préfère être clair. Donc imaginons que par exemple, je sais pas, vous fassiez ça, et que ça soit l'adresse d'un serveur qui est sous votre autorité et pour lequel vous avez le contrôle absolu. Vous pouvez mettre en ligne les sites web que vous voulez dessus. Et imaginez que vous fassiez quelque chose comme ça dessus. Mais surtout imaginez que cette ligne, vous l'ayez écrite sur l'ordinateur d'une personne à qui vous, manifestement, vous voudriez peut-être du mal. Hein. Et cette personne a l'habitude d'aller consulter ses comptes bancaires sur son site web habituel qui est www.bnp.fr. Alors, je ne vais pas faire la démonstration, mais je vais juste expliquer que on peut imaginer que lorsqu'on se connecterait sur cette page web, la première chose que ferait la personne, habituellement, elle se loguerait, c'est-à-dire qu'elle donnerait son nom d'utilisateur et son mot de passe. Et grâce à ça, elle se connecte. Et ben, si vous faites ça sur sa machine, il ne va pas s'en rendre compte si vous avez été un pirate un peu malin, et un pirate malin, malheureusement les pirates sont malins, c'est-à-dire que vous auriez sur la machine dont voici l'adresse, reproduit avec beaucoup de fidélité la page web d'accueil du site www.bnp.fr, ce qui n'éveillerait pas les soupçons de la personne, qui tomberait donc chez vous, et qui vous fournirait son login et son mot de passe sur votre propre site, et après je imagine qu'avec ces informations vous pourriez à votre tour se connecter sur le vrai site www.bnp.fr avec les vrais logins et mots de passe de votre personne cible pour et je terminerai pas ma phrase, mais ce serait pas très sympathique évidemment. Donc alors je vais quitter tout en gardant cet enregistrement, je vais faire O pour enregistrer et je vais pinguer www.bnp.fr et je m'aperçois qu'effectivement ça ping une adresse qui est donc celle-ci. Alors moi je suis en train de faire du diagnostic technique, donc je suis attentif, je fais attention, mais monsieur tout le monde, lui, il fera pas ça. Et même s'il le faisait, à la limite, il se rendrait pas compte que c'est pas l'adresse normale qui répond. Donc, pourquoi être particulièrement vigilant au fichier host? Parce que dans un fichier host, on peut faire du détournement, comme je viens de le faire. Je vais maintenant enlever cette ligne qui était un peu en tout cas démonstrative, mais un petit peu gênante. Bon, je peux garder le reste, ça c'est absolument pas gênant par exemple. Je vais quand même remettre une ligne que j'avais mis tout à l'heure, qui a envoyé donc www.google.fr sur ma propre machine, puis je vais en rajouter une qui va aller que sur google.fr. Voilà. Je quitte, j'enregistre. Donc je remontre. Hein. Si je ping google.fr avec un compteur A4 pour limiter le ping, on voit bien que je vais 4 fois vers 127.0.0.1. Pareil pour www.google.fr. Attention. 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Maintenant, je vous avais dit que dans ce fichier host, on mettait ces informations, mais il y avait aussi un autre fichier qui nous intéressait, c'est celui-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Rappelez-vous, je prends le temps de refaire les choses. Quand je fais ça, ça reste en local, comme on peut le voir. Donc du coup, je suis obligé d'aller nettoyer mon fichier host, ce qui pourrait être contraignant. Mais maintenant, on va aller voir donc ce fameux fichier NSSwitch
qui est donc toujours présent dans les Linux. On va aller voir ce qu'il fait. Vous allez comprendre par un exemple. NSSwitch. Donc ça s'écrit NSSwitch comme ça. Voilà le fichier. Quelques commentaires au début. Et en fait, ce fichier, il permet d'indiquer à votre ordinateur serveur, donc à cette machine Linux, quel moyen il doit utiliser pour résoudre les problèmes liés à telle recherche de nom. Telle recherche de nom. NS, c'est Name Service. Donc recherche de nom, service de recherche de nom. Concernant les noms des utilisateurs, des groupes, des mots de passe par exemple, des machines, des réseaux, des protocoles, des services, des liaisons RPC par exemple. Eh bien, nous, concernant les machines, comme par exemple la machine www.google.fr, on voit que pour résoudre ce problème, il utilise deux moyens, mais il commencera par celui-ci, il poursuivra par celui-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va chercher un moyen par un fichier, ou par des fichiers, files, et ensuite, s'il ne trouve pas de réponse à ce que vous lui demandez, il passera dans une autre méthode qui est une requête DNS, c'est-à-dire une requête auprès d'un service DNS. Donc si je laisse comme ça, eh ben, en fait, il va faire une recherche dans un fichier, et si dans le fichier il trouve la réponse à ce que vous lui demandez, il n'ira pas plus loin. Il va appliquer cette réponse. Ce qui explique pourquoi maintenant, quand je ping google.fr ou bien www.google.fr, il va vers 127.0.0.1. Hein, je ressors de là, je vous remontre. 127.0.0.1. Pourquoi? Parce que là aussi, je vais vous remontrer. Parce que dans le fichier host, j'ai fait cette correspondance ici, et puis celle-là. Je vais la laisser. Je vais retourner dans le fichier NanoSwitch et je vais inverser. Alors, je vais écrire DNS en premier en fait. Du coup, il est d'abord sur des requêtes DNS. S'il ne trouve pas, il passera dans les fichiers. Et s'il ne trouve pas, il irait à nouveau dans le DNS. Donc ça ne sert à rien de le laisser. Je vais l'enlever. Et on peut considérer maintenant que j'ai inversé les méthodes. Inversées. Les méthodes, ça veut dire que j'ai d'abord le DNS et j'ai file en second, alors que tout à l'heure c'était l'inverse. J'enregistre. Je ne touche à rien, je fais un ping de Google. Regardez l'adresse qui ping, c'est bien la bonne. Pourtant, dans mon fichier host, il y a toujours cette indication. Mais il ne va plus s'y intéresser parce que je lui demande de commencer par une requête DNS. Donc ce fichier n'est plus utilisé si le DNS répond, bien entendu. Si le DNS répond. Si le DNS ne répond pas, il se rabat sur le fichier. Alors, on peut le voir ici, si je fais un ping Debian par exemple, ping Debian, donc il va tenter une requête DNS, mais comme il ne va pas trouver, ça va très vite, hein, on n'a pas moyen de constater cette erreur, mais comme il ne va pas trouver, pouf, il se rabat sur le fichier host. Bien, alors voilà, donc là je voulais commencer cette présentation et pour apporter cette précision de ces fameux fichiers qui s'appellent host et nsswitch.conf qui ont été en fait modifiés pour éviter ce qui pourrait être un piratage, mais ça ne sert pas qu'à ça. Hein. Là, j'ai donné cet exemple-là, mais ça sert à bien d'autres choses, des choses qui sont très intéressantes. Mais ici, j'ai pu mettre en évidence le danger que représente ce fichier si je ne fais pas gaffe à ce qu'il contient. Et du coup, je vous suggère, dans la plupart des cas, mais c'est pas toujours le cas, donc la plupart ne veut pas dire toujours, d'aller modifier votre fichier NSSwitch pour favoriser des requêtes DNS et mettre le fichier en dernier, voire le retirer. Alors, on peut faire aussi une expérience pour finir là-dessus. C'est-à-dire que si j'enlève Files ici, normalement, vous allez voir que, alors, avant de faire le test, je vous remontre ce qu'il y a dans le fichier host. Il y avait par exemple localhost, Debian, machine, local, Google et
www.google.fr. Donc ces noms-là, Debian machine locale par exemple, on va regarder ces trois-là. Si je les ping maintenant, Debian, il ne trouve pas. On avait machine, il ne trouve pas. Local, il ne va pas trouver non plus. Localhost, par contre localhost, il ne trouve pas non plus. Pourquoi? Parce que tout simplement dans mon fichier NSSwitch, je lui donne plus la possibilité d'aller vers File. Donc c'est pas une bonne idée. Je vais vous dire, je vais le rajouter, donc je vais le remettre, mais impérativement deuxième. J'ai fait une tabulation, c'est pourquoi il y a le rouge ici. Ne vous inquiétez pas, ça n'a pas de conséquences. Donc le File, ici je le mets, mais je le mets en deuxième. Je ne le mets pas en premier. Je vais vous dire aussi pourquoi je l'enlève pas, parce que si je l'enlève, certains services qui ont besoin d'accéder à localhost, c'est extrêmement fréquent, ne le trouveraient plus et ne pourraient pas démarrer, ne pourraient pas se configurer. Vous verrez d'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous le montrer en situation réelle par une démonstration. Je pense notamment par exemple au service SQL qui s'appelle MariaDB aujourd'hui, qui s'appelait MySQL, qui est très connu sous le nom de MySQL sous Linux, ou PostgreSQL qui en est un autre. Eux, ces deux services SQL, pour pouvoir se connecter, il faut se connecter en local pour créer une base de données par exemple, et créer des tables ou faire des modifications. Et si on ne peut pas se connecter en local parce que on a supprimé la correspondance localhost, la plupart des scripts ils vont vers localhost et ça va donc échouer. Donc c'est vraiment important que vous ayez toujours la possibilité de vous rabattre sur votre fichier host par ce biais-là, mais mettez-le en deuxième position. Je vais faire une petite parenthèse, dans petite exception, je vais ouvrir la fenêtre de ma machine réelle. Je vais me connecter en tant que root et je vais vous montrer mon fichier NSSwitch. Donc, je vais vous montrer mon fichier NSSwitch qui se trouve dans ETC. Et vous allez voir que lui, il a une différence. C'est qu'il va d'abord dans les fichiers, ce qui est dangereux, nous venons de le voir. Ensuite, il va vers cette procédure. Et si ça ne marche pas, il va revenir pour faire une requête ici, ce qui est une bonne chose. Donc en fait, pour être à peu près tranquille, et selon ce que je viens de dire précédemment, il faudrait plutôt que je mette DNS ici, et File plutôt en dernier. Mais là par contre, il y a quelque chose de nouveau, MDNS 4 underscore minimal. Alors 4 c'est le chiffre 4, mais il faut le prononcer verbalement en anglais, et c'est 4. Donc MDNS 4 minimal. Ça veut dire que je voudrais que ma machine, si elle n'arrive pas à faire une requête auprès de son fichier ou bien auprès du DNS, elle se rabatte sur le MDNS, c'est-à-dire le multicast DNS. C'est quoi le multicast DNS? C'est un moyen qui permet à des serveurs étant compatibles avec la technologie de plug and play DNS, ce qui s'appelle différemment selon les systèmes. Par exemple, Apple l'appelle la technologie Bonjour, Linux appelle la technologie AVAHI, et bien cette technologie s'appelle globalement zéro configuration, zéro conf. Je vous montre, c'est une petite parenthèse, hein, ça n'a rien à voir avec ce que nous étions en train de faire, mais c'est très intéressant d'en parler maintenant. Zéro conf, c'est une technologie qui permet à des serveurs de mettre en service, en fait, de mettre en accès certains protocoles, notamment le DHCP et le DNS. Et le DNS ici, pour nous, le MDNS, le multicast DNS, ici, permet à des serveurs qui sont donc compatibles avec cette technologie d'être visibles par des clients qui sont compatibles avec cette technologie, alors que les clients n'ont pas spécifié d'accès vers ces serveurs. C'est-à-dire qu'on n'a fait aucune configuration client, mais qui voient et qui sont capables d'utiliser les services de ce serveur. Eh bien, ça se fait grâce
à cette déclaration dans le fichier. Alors c'est bien, pour tout vous dire mon sentiment sur cette possibilité, c'est bien dans un environnement de travail que cette ligne soit présente sur les postes clients, mais c'est très gênant qu'elle le soit sur les serveurs eux-mêmes, parce que les serveurs eux-mêmes vont être capturés par d'autres serveurs dès lors que eux feront des requêtes. Et si ces serveurs sont eux-mêmes des serveurs DNS, ça va poser une espèce de conflit d'intérêts. Vous voyez, c'est compliqué de l'expliquer sans le démontrer, mais un serveur DNS doit faire des requêtes auprès de son propre service, sinon on perd toute logique de résolution. Et on perd toute maîtrise du mode de fonctionnement en fait. Et du coup après, on n'est plus trop en mesure d'expliquer ce qui pourrait se passer en cas de panne. On peut arrêter le service, ça continue à fonctionner, on se demanderait pourquoi par exemple. Ben, c'est simplement parce que notre serveur se rabattrait sur le multicast DNS. Donc sur un serveur, je ferai en sorte de désactiver cette technologie et de l'empêcher d'essayer de la retrouver en enlevant impérativement cette fonction. Mais sur un client, au contraire, ça peut être sympa d'avoir ce moyen de capturer des serveurs DNS sans qu'aucune configuration soit établie. Donc c'est plutôt fréquent que ce soit présent sur les postes clients. Par contre, et je finis là-dessus par rapport à cette petite parenthèse là, que je suis en train de faire, moi, je suis sur ma machine réelle ici, ça me gêne que File soit en premier. Ça me gêne parce que si mon fichier host contient des informations qui auraient été apportées par des pirates, je peux me faire alpaguer dans le sens où je vais me faire détourner en fait de mes vrais objectifs. Bon, c'est mon problème, je le laisse comme ça, je sais ce que je fais, mais j'ai, je pense, suffisamment été clair, j'ai suffisamment cherché à attirer votre attention sur ce point technique particulier qui demande en tout cas observation. Bien, je quitte ma machine et je retourne sur la présentation qu'on était en train de faire. Vous avez pu voir donc dans cette petite présentation les rudiments de configuration. On n'a pas commencé à aborder la configuration de notre premier serveur Apache en mode minimaliste, et c'est ce que nous allons aborder, mais je vais vous laisser méditer, revenir, évaluer les petites opérations que j'ai pu faire là, dans le fichier host NSSwitch. Donc on va stopper ici cette introduction et on va la reprendre dans une suite pour pouvoir commencer réellement à travailler en bonnes conditions.